Et on se retrouve pour cette deuxième partie sur la CB500X. J'ai finalement décidé de couper en deux parties parce que la première dure un petit peu longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Donc pour réduire un petit peu le truc, j'ai décidé finalement de faire deux parties au lieu d'une. Et ça permet aussi que cette deuxième partie soit un petit peu plus ordonnée, un petit peu plus carrée, avec vraiment une liste des choses que je vais dire. Donc, mon ressenti en fait et mon retour d'expérience du coup sur la CB500X, comme je l'ai dit, je lui ai mis quasi 20 000 bornes dans la tronche depuis que je l'ai. Donc forcément je la connais un petit peu. Maintenant évidemment, petit disclaimer de début de vidéo, ce sont mes critères à moi et mon opinion à moi. On n'a pas forcément, même pour deux utilisateurs de la même moto, on n'a pas forcément les mêmes critères. Moi par exemple, personnellement, le fait qu'elle fasse 47 chevaux et demi me dérange pas plus que ça. Il y en a peut-être à qui ça ne plaira pas parce que la moto n'accélère pas suffisamment fort selon eux, etc. Évidemment, si tu veux t'exprimer dans les commentaires, à partir du moment où c'est pas en insultant tout le monde, tu peux donner ton avis, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite donc, on va faire une petite liste des différents avantages et inconvénients de cette bécane. Alors on va commencer par les avantages. La moto est super maniable et très facile à prendre en main. C'est un X-Trail en même temps, hein, donc bon voilà, s'ils avaient foiré ça, ils auraient vraiment fait de la merde. Donc voilà, la moto est très maniable, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle fait demi-tour dans un mouchoir de poche. Pour donner un ordre d'idée, et ceux qui passeraient leur permis avec une ER6N, ma CB est plus maniable qu'une ER6N. Sachant aussi que le R6N, ils sont obligés de limer les butées pour les faire passer lance, sinon elle passe pas. Donc voilà. Ensuite, on sent pas beaucoup son poids, même à vitesse basse. Après bon, il faut bien calculer aussi que là, c'est selon mon ressenti. À moi, je ne joue pas vraiment dans la catégorie poids-plume. C'est sûr que si tu mesures 1m50 et que tu fais 40 kg, à mon avis, ton ressenti va pas du tout être le même que le mien. Mais en tout cas, voilà, quand tu mesures 1m90 et que tu es plutôt costaud, globalement, tu ressens pas son poids. Il faut savoir que je ressentais pas le poids de l'ER6N non plus, même quand je l'inclinais un petit peu trop à basse vitesse. Là où normalement tu arrives à un point où tu lâches tout et tu la laisses tomber, moi non. Donc voilà. Ensuite, du côté du confort, la moto est confortable, la position dessus est droite, X-Trail, normal. La moto est plutôt confortable au niveau de la selle aussi. Alors je n'ai pas de selle confort ni quoi que ce soit, c'est vraiment la selle de base de la moto qui est vendue avec, c'est Vanilla. J'arrive à taper 170 bornes avant d'avoir mal au cul, encore 170 bornes sur des routes dégueulasses. Hein. Et encore, après je fais un petit arrêt, genre 5-10 minutes histoire de me dégourdir les pattes, et c'est reparti pour plus de 150 bornes sans aucun souci, avant d'avoir mal au cul par contre. Ça oui, forcément, au bout d'un moment, t'as mal au cul. Ensuite, parce que la selle ne fait pas non plus tout le job, la suspension aussi joue beaucoup, et là globalement, Honda ont quand même réussi à gérer. Ils ont trouvé un bon compromis entre souplesse et fermeté. Pourquoi ? Parce que la moto est un X-Trail. On te dit que tu as plusieurs catégories de motos. En gros, tu as les sportives, les trails, etc. Mais depuis assez peu de temps, finalement, ils ont sorti les X-Trail. Le principe d'un X-Trail, c'est d'être un trail routier. C'est-à-dire que la moto est haute sur pattes, comme un trail, mais elle est surtout conçue pour faire de la route. Le truc, c'est qu'une moto conçue pour faire de la route, comme une sportive par exemple, ou un roadster, ça a des suspensions assez fermes. J'ai eu ce problème avec ma 125, les suspensions étaient beaucoup trop fermes sur la bécane. Bon, c'était une sportive, donc c'est normal, mais je veux dire que pour moi, elles étaient beaucoup trop fermes et je me suis pété le dos, surtout sur les routes dégueulasses qu'il y a par ici. J'ai eu le même problème avec le R6N de la moto-école, même si au niveau des suspensions c'était un petit peu plus souple que ma Road Sport, elle avait quand même des suspensions assez fermes. Et un trail, lui, vraiment un trail qui est fait pour aller s'amuser un petit peu dans les chemins avec, généralement ça c'est des motos qui sont hautes sur pattes, avec des suspensions à grand débattement et surtout avec des suspensions souples, pour pouvoir rouler dans les chemins et bien encaisser les chocs.
Là, ils ont réussi, Honda, à trouver un bon compromis entre les deux, ce qui fait que tu as des suspensions fermes, mais pas trop, du coup tu as des suspensions molles, mais pas trop, en fin de compte. Donc c'est plutôt sympa, et la moto, même si j'aurais personnellement préféré un amortisseur arrière un poil plus souple, globalement la suspension est plutôt bien, et là aussi je ne me suis pas pété le dos avec la moto. J'ai eu une fois mal au rein parce que j'avais fait beaucoup de kilomètres sur des routes vraiment dégueulasses, mais vraiment me péter le dos, à me coincer le dos comme je l'avais fait avec la Road Sport, jamais avec la CB j'ai eu ça. Pourtant il m'est arrivé aussi de faire quand même pas mal de kilomètres en une journée et sur plusieurs jours. Et globalement, désolé un petit rototo, et globalement j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, la moto est confortable. Et avec ce réglage de suspension, tu peux quand même t'amuser en courbe. La moto tient sans aucun problème. Ensuite, le moteur. Alors, le moteur est agréable, il te surprend pas. Puisque la moto a une puissance quand même assez faiblarde finalement quand tu calcules. Elle fait quand même quasiment 200 kg tout plein fait, il me semble, et elle fait 47 chevaux et demi. Donc, elle pousse gentiment, mais pas trop. Donc, pour un débutant ou pour quelqu'un qui a une conduite pépère, c'est une bécane qui est plutôt cool. Par contre, il y en a qui n'aimeront pas le type de moteur sur ces bécanes, c'est les moteurs linéaires. Alors, un moteur linéaire, je vais t'expliquer ce que c'est. Je vais comparer ça un petit peu à ma 125 parce que c'est le seul exemple que j'ai sous la main. Maintenant, si tu as une moto de grosse cylindrée qui se conduit comme ça, donne le nom dans les commentaires, donne le modèle dans les commentaires. La 125 était une moto typée sportive. Et si tu voulais vraiment une grosse accélération, après évidemment ça reste une 125 de 15 chevaux, hein, il fallait monter dans les tours en fait. La plupart des motos typées sportives et surtout hyper sportives, si tu veux vraiment t'amuser avec et profiter vraiment de la puissance du moteur, il faut l'emmener haut dans les tours. C'est-à-dire que de 2000 tours minute jusqu'à environ 7000 la plupart du temps, la moto va accélérer assez fortement. Quand tu vas arriver à 7000 tours minute, tu vas te prendre un gros coup de pied au cul, et la moto, là, elle va vraiment accélérer franchement. Et du coup, ça t'oblige, en gros, si tu veux vraiment t'amuser avec ce type de bécane, à jouer surtout avec le haut du compteur, en fait. Même si rien ne t'empêche de t'amuser en étant un peu plus bas dans les tours, tu t'amuses beaucoup plus en étant dans le haut du compteur. Là, avec une moto avec un moteur linéaire, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La moto, que tu sois à 3000, à 5000 ou à 7000 tours minute, elle va pousser exactement de la même façon. Il faut savoir aussi que tu atteins la zone rouge beaucoup plus vite sur un trail comme ça plutôt que sur une sportive. Une sportive peut monter à plus de 10 000 tours, un truc comme ça. Là, le trail, non, pas du tout. Hein. La 500X, en tout cas, pas du tout. Et la plupart des trails ou des X-Trails, c'est ça aussi. Hein. Les moteurs montent à 8000 tours minute, 8500 tours minute à le début de zone rouge. Ensuite, le sélecteur de vitesse. Très souple, très agréable. Les vitesses, ça passe tout seul. Je me suis jamais tapé de neutre comme un gros blaireau ni quoi que ce soit. Ma 125 fonctionnait comme ça aussi. Les 50 sur lesquels j'avais eu l'occasion de grimper étaient comme ça aussi. Alors il y avait une Derby, je me rappelle plus du modèle de la Derby, c'était il y a quand même pas mal d'années. Et il y avait une Yamaha TZR 50. Et les deux avaient globalement des boîtes assez souples. Là, la CB c'est pareil et la 125 aussi. C'est sûr que ça me change de l'ER6N. Alors, je suis curieux. Ceux qui ont acheté une ER6N, limite neuve, sortie de l'usine, je voudrais bien savoir si elles sont toutes comme ça ou si c'est vraiment parce que c'était la moto-école. Celle de la moto-école, la boîte était méga dure et tu passais les vitesses avec le coup de pied. Et c'était tellement chiant que tu me crois pas, j'ai déjà mis beaucoup de temps à m'habituer, parce que forcément, moi, ma propre bécane, la 125 à cette époque-là, n'était pas comme ça. Et au-delà de ça, quand j'ai pris mes leçons de conduite sur route, puisque même si j'ai filmé principalement le plateau, il y avait aussi des cours de conduite sur route, quand je suis rentré chez moi à la fin, j'ai enlevé ma botte, et j'avais une putain de marque rouge au niveau du coup de pied. En fait, j'avais la trace
du sélecteur de la bécane. Donc du coup voilà, c'était pas super agréable à prendre en main. Après évidemment quand tu t'habitues, tu y arrives sans trop de soucis, mais quand tu fais beaucoup de kilomètres d'un coup et que tu dois beaucoup jouer de la boîte pendant tes cours de moto-école, au bout d'un moment t'as carrément mal au pied et t'as carrément la marque sur le pied. Donc voilà, je voudrais bien savoir pour ceux qui ont des ER6N, si elles sont comme ça sorties d'usine ou pas, et surtout avec le sélecteur pas réglable, putain mais quelle plaie quoi. Bref, ensuite la consommation, cette bécane est un chameau. C'est un chameau, alors le réservoir fait 17 litres au total il me semble. Par contre, je sais plus la différence avec la réserve, etc. En fait, la moto a une réserve automatique. Quand la jauge d'essence, en gros, arrive à 0, elle se met à clignoter. Et là, tu vois ta consommation de ce que tu es en train de consommer en roulant, en fait. Donc, si tu es en mode de trip A, par exemple, ton trip A va s'enlever et va t'afficher ta consommation pour te dire, en gros, ce que tu es en train de consommer. Mais pour ça, il faudrait déjà savoir ce qui te reste, parce que la moto te le dit pas. Donc, finalement, c'est bien, mais c'est un peu débile. Bref, la moto, donc, au niveau de la consommation, personnellement, j'arrive à faire 400 bornes avant que la réserve ne s'allume. Alors, 400 bornes en roulant pépère et en faisant principalement de la route. Si tu fais un parcours mixte en roulant pépère, tu feras un peu moins de kilomètres que ça. Si tu fais principalement de la route plutôt que de la ville, mais en bourrinant comme un taré et en poussant chaque rapport, là tu feras beaucoup moins de kilomètres. Un petit truc d'ailleurs en parlant de ça, la plupart doivent le savoir, quand tu veux monter un rapport en moto, t'es pas obligé d'utiliser l'embrayage. En ce qui me concerne, j'ai voulu essayer de taper un petit peu dedans avec l'ACB et de voir quelle était en gros la plage de régime idéale. Avec l'ACB, c'était environ 5500 tours. Donc t'accélères franchement ou tranquillement comme tu veux, et quand tu arrives vers les 5500 tours, tu décélères, tu mets un coup dans le sélecteur et tu réaccélères. Et avec ça, tu arrives à passer tes vitesses à la volée, donc sans l'embrayage, et quasiment sans aucun à-coup, à condition de le faire correctement. Et en général, même quand j'utilise l'embrayage, j'emmène la moto vers les 5500 tours avant de changer de vitesse. Donc je la pousse un petit peu dans les tours, mais pas trop, et avec ça j'arrive à faire environ du 400 km avec un plein, sans dépasser les 90-100. Enfin, ça c'était à l'époque où on avait encore le droit de rouler à 90 km à l'heure. Bref, ensuite, l'assurance, je pense que c'est intéressant d'en parler. C'est un X-Trail, donc ça coûte pas très cher. Après, je vais même pas te dire le prix que moi je paye pour la moto, mais en fait, ça dépend de tellement de paramètres que tu peux très bien avoir la même moto et la même assurance que moi, vu que déjà tu n'habiteras pas dans la même ville et que tu n'auras pas le même âge, et tu n'auras pas forcément le même tarif au niveau de l'assurance. Après, si vous voulez comparer, j'habite en Picardie, dans une petite ville, la moto dort dans un garage, c'est déclaré comme ça à l'assurance, et on m'a compté en tout risque 30 € par mois. Donc je paye 30 € d'assurance par mois pour ma CB. Il faut savoir que j'ai eu 3 ans et demi d'assurance voiture avant, et j'ai gardé la Road Sport plus d'1 an et demi, je crois, un truc comme ça. Donc au niveau de l'assurance, ça s'est accumulé. Je n'ai jamais pris de malus, donc ce que j'avais jamais eu d'accident avant de me planter dans le rond-point. Et au contraire, j'avais même du bonus. Donc du coup, voilà, ça fait 30 € par mois avec mon assurance. Maintenant, en comparant par rapport à une autre assurance, soi-disant spécialiste des assurances de roues, et très certainement spécialiste de te mettre un doigt dans le cul en prime avec, eux, ils me comptaient 540 € d'assurance à l'année, avec les mêmes critères que ceux que j'ai là, avec la même couverture que celle que j'ai là. Ça me coûtait beaucoup plus cher, donc. Bref, ensuite, un petit truc sur le centre de gravité. Je pense que c'est intéressant d'en parler. Ça n'a pas grand chose à voir avec l'ACB finalement, c'est surtout pour les motos hautes sur pattes en général. J'ai eu l'occasion d'entendre beaucoup de fois que un trail c'est casse-gueule à cause du centre de gravité haut. C'est pas tout à fait exact. En fait, si tu compares, tu peux faire même l'essai toi-même, hein. Si tu as une sportive et un trail sous la main, tu prends un virage.
tu mets une caméra posée pour filmer le virage. On te demande à un pote de te filmer, mais il faut une caméra fixe, c'est important. Parce que si t'as Jean-Michel, caméraman, qui tremble comme une feuille quand il tient la caméra et que tu vois que dalle, concrètement, ça sert à rien. Donc du coup, tu mets ton truc en plan fixe, tu prends ton virage. Normalement, on va dire, tu le prends à une certaine vitesse avec une sportive, et tu le prends à la même vitesse avec un trail. Tu vas t'apercevoir qu'en fait, tu n'as pas besoin d'autant incliner le trail que la sportive. Et là où les gens pensent que c'est casse-gueule à cause du centre de gravité haut, en fait, c'est que effectivement, tu as besoin de moins pencher. Donc il y a des gens qui se disent que c'est casse-gueule, mais en réalité, c'est juste qu'il ne faut pas piloter un trail comme tu pilotes une sportive. Je vais donner un autre exemple. Moi, je suis quand même passé de la road sport, même si c'était une 125, c'était quand même une sportive, avec le comportement d'une sportive. Hein. Tu pouvais faire frotter le cale-pied dans les ronds-points sans aucun problème. Et si j'essaye de faire ça avec la CB, je suis sûr et certain de me casser la gueule. J'atteindrai la limite d'adhérence des pneus bien avant de faire frotter le cale-pied. Et du coup, voilà, quand t'es au courant de ça, tu sais qu'il ne faut pas trop pencher la moto quand tu prends un virage, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Donc quand tu le sais, t'as pas trop de risque de te casser la gueule. Maintenant, si moi je me suis cassé la gueule, c'est à cause des pneus dégueulasses et de la route de merde, etc., etc. On va faire un petit point là-dessus aussi après. Mais en gros, voilà, pour moi, le fait que ce soit une moto haute sur pattes avec un centre de gravité haut, c'est pas vraiment ça qui a fait que je me suis cassé la gueule. Et j'ai jamais eu de souci avec le fait d'avoir une moto haute sur pattes, ça m'empêche pas de m'amuser en courbe avec. C'est juste que là où avec la road sport j'inclinais très fortement, j'ai pas besoin d'autant incliner avec la CB, alors que je passe exactement à la même vitesse, tout simplement. Donc pour les défauts de la moto, oui, parce qu'il faut quand même y venir. En ce qui me concerne, la moto est trop petite pour moi, dans le sens où, malgré le fait que j'ai mis une bulle haute, je prends quand même le vent dans la tronche. Il faut savoir, comme je l'ai déjà dit, que je mesure 1m90. Ensuite, la moto est trop petite pour moi aussi parce que au niveau du guidon, il faudrait rehausser le guidon pour que je puisse la piloter debout. Bon, piloter debout sur route, ça sert un peu à rien, mais je veux dire que si tu mesures 1m90, que tu veux cette meule, et que tu veux t'amuser un petit peu dans les chemins avec, sache que c'est très désagréable de la piloter debout quand elle est comme ça d'origine. Il vaut mieux rehausser le guidon, voilà, tout simplement. Pour avoir une position un peu plus confortable, tout simplement. Ensuite, au niveau de sa puissance, le problème vient aussi surtout du haut. Et surtout quand la moto est chargée. Alors, il y en a qui diront que la puissance est un problème. En ce qui me concerne, alors je l'ai eu à l'époque où on avait encore le droit de rouler à 90 sur toutes les routes. Enfin, toutes les routes à 90 en tout cas. Ça m'a jamais posé de problème, malgré la puissance de la moto, de doubler un papy qui se traînait le cul à 75-80. Je le suivais, j'arrive derrière, je rétrograde 5ème, j'accélère franchement, et je le dépasse sans aucun souci. Même quand le papy accélère pour pas que tu le dépasses, la puissance de la moto est suffisante pour mettre une mythe à la plupart des voitures de série. Après, c'est sûr que si tu prends une grosse bagnole, une grosse Mercedes AMG préparée, forcément, si tu as l'idée de con de faire la course avec, tu vas te faire laminer. Au niveau du rapport poids-puissance, même si tu es plus léger que lui, il a une grosse bagnole qui fait je sais pas combien de chevaux, forcément, tu vas te faire niquer, normal. Mais bon, le souci en fait c'est le manque de gouache en duo, là où la moto accélère quand même comme il faut quand t'es tout seul dessus, même sur une voie d'accélération pour aller sur l'autoroute, t'as aucun problème de t'engager dans un flot de circulation avec cette meule. Le truc c'est qu'en duo, tu sens bien que la moto accélère, mais pas aussi franchement quand t'es tout seul, surtout quand en plus t'as tes valises chargées. Le problème aussi, une petite aparté au niveau du confort pendant que j'y pense, le confort en duo est pas génial non plus. Moi en ce qui me concerne, étant à la place du pilote, j'ai eu aucun souci, mais ma copine de l'époque a dû monter derrière, on a fait une 20aine de minutes de route et un petit peu d'autoroute,
Et arrivé à destination, en descendant de la moto, elle m'a dit, je cite, eh ben il était temps qu'on arrive parce que j'ai mal au cul. Fin de citation. Donc voilà, elle a eu mal au cul au bout de 20 minutes. Après c'est peut-être elle, hein, j'en sais rien, mais toujours est-il que moi, elle a pas trouvé la moto confortable quand elle est montée dessus. Donc voilà, je te le dis, si tu veux faire beaucoup de kilomètres en duo, il est possible que madame ne soit pas super contente de grimper sur cette bécane. Après, il faut essayer, bien entendu, mais bon, disons que voilà, c'est un avis, c'est un retour d'expérience, tout simplement. Ensuite, un petit souci aussi, c'est au niveau du freinage. Là où le R6 de la moto-école a deux disques à l'avant, la CB500X, malheureusement, a un seul disque à l'avant. Alors, la moto freine fort, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un système de frein Nissin. Globalement, ça freine bien. Alors, ça vaut pas du Brembo ou du Behringer, encore mieux. Bon, ça coûte peut-être pas le même prix non plus, mais je veux dire que quand tu es tout seul sur la moto, elle freine quand même suffisamment fort. C'est assez fort pour te mettre en confiance et du coup assez fort pour attraper les freins et pour bien freiner quand c'est nécessaire. Maintenant, quand tu es à deux dessus, c'est là où tu te rends compte quand même que le simple disque à l'avant, ce serait mieux quand même d'en avoir deux, quoi, parce que à deux dessus, disons que la force de freinage, tu sens qu'elle est quand même moindre que quand tu es tout seul, tout simplement. Ensuite, les pneus, un bon chapitre, les pneus. Personnellement, je l'ai dit dans la vidéo où je me suis planté, je l'ai dit, les pneus, j'ai glissé plusieurs fois avec, généralement sur route mouillée ou sur route humide. J'ai eu également plusieurs fois des pertes de grippe en ligne droite, en accélérant. Alors, je me suis dit à ce moment-là, j'ai peut-être accéléré un peu fort, mais apparemment, je ne suis pas le seul à avoir ce problème. Donc, on va partir du principe que eux non plus n'accéléraient pas comme des bourrins et que finalement, les pneus sont, mine de rien, quand même assez problématiques. En ce qui me concerne, j'ai fait changer les pneus à la révision des 12 000 de la moto, donc c'était sa première révision. Et encore, c'était la petite révision avec une vidange, etc. J'ai fait changer les pneus en même temps. J'ai un Bridgestone Windtrail à l'avant et un Pirelli Scorpion derrière. Et je vous garantis que le Pirelli Scorpion accroche. Que ce soit sur route mouillée ou pas, il accroche. Partant sec, je n'ai jamais eu aucun souci avec cette bécane. Mais sous la pluie ou sur route humide ou mouillée, j'ai eu plusieurs fois des petites frayeurs. Donc du coup voilà, si vous avez cette bécane, surtout avec les pneus d'origine qui sont des Dunlop Trail Max, méfiez-vous des pneus parce que vous risquez de vous casser la gueule. C'est des trucs qui sont à changer, malheureusement assez rapidement. Malheureusement pourquoi ? Parce que moi mes pneus n'étaient finalement usés qu'au bout de 12 000 km. Dans un cas comme dans l'autre, si tu achètes cette bécane, méfie-toi des pneus, surtout sur route mouillée ou humide, ou généralement quand il pleut. Ensuite, on te dit que c'est une moto pour débutants, mais on te met pas de levier réglable. Enfin, même sur des motos, pas forcément des motos de débutants. Je sais pas pourquoi ils viennent te mettre. En plus, là, c'est pas cohérent parce que ils viennent te mettre un levier de frein réglable, mais le levier d'embrayage, non. Et du coup, tu te retrouves avec le bon vieux levier d'embrayage que tu dois aller chercher à Babelwed quand tu veux t'en servir. C'est limite si t'es pas obligé de lâcher le guidon quand tu veux attraper l'embrayage. J'ai pas particulièrement des petites mains ni des grandes mains, on va dire que je me situe dans la moyenne. Mais pour moi, attraper le levier d'embrayage de la CB, c'était casse-couille. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai rapidement posé des leviers réglables. Donc voilà, si tu achètes cette bécane, je te conseille, moi personnellement, de changer les leviers pour mettre une paire de leviers réglables. Les trucs flip-up au cas où tu te casses la gueule, ça t'évite de péter tes leviers en prime. Et puis comme ça, tu les prends de la couleur que tu veux si tu veux faire un thème précis sur ta moto. Moi en l'occurrence, c'est la moto noire avec quelques touches de rouge. Donc voilà, j'ai pris du coup des leviers réglables, etc. Flip-up avec une touche de rouge dessus, tout simplement. Merci les sites chinois. Et donc du coup voilà. Ensuite, la moto a des options que personnellement je n'ai pas prises. Tu peux avoir une béquille centrale. C'est vrai qu'avoir une béquille centrale sur ta bécane, c'est quand même pratique. Comme ça, tu la poses sur la centrale et si tu veux graisser ta chaîne, t'es tranquille. Maintenant, en ce qui me concerne, bien avant d'acheter la CB, j'avais déjà une béquille d'atelier.
elle fonctionnait pour la Road Sport. J'ai juste dû la régler un petit peu pour la CB parce qu'elle est un peu plus large au niveau du bras oscillant. Mais globalement ça fonctionne aussi pour la CB. Donc, ayant une béquille d'atelier, je ne voyais pas trop l'utilité de payer en supplément pour avoir une béquille centrale, alors que finalement, bah, ça m'aurait pas vraiment servi, quoi. D'autant plus que t'as la bonne vieille méthode du tasseau de bois aussi. Bon, faut pas trop agiter la bécane après. C'est mon moniteur qui m'avait montré ça. Je parlerai peut-être un petit peu un jour des trucs et astuces, que vous connaissez peut-être pas sur une moto. Même si le coup de la cale en bois au niveau de l'écrou de la moto pour la lever, ça c'est un truc qui est très connu. Donc voilà, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Mais bon, on verra bien en temps utile. En attendant, donc voilà. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel sur mon expérience avec cette moto. Si tu as un avis différent du mien, ou si tu as des critères en plus que tu estimes et que tu estimes que je les ai oubliés et que c'est important d'en parler, tu peux le faire dans les commentaires. Hein. Avec moi, c'est simple, hein. S'exprimer dans les commentaires, il y a moyen. Même si t'es pas d'accord avec moi, tu as le droit. À partir du moment où c'est pas en insultant tout le monde, il n'y a aucun souci. Donc voilà, sur ce, je vous dis ride safe et ciao!